Dans notre première vidéo, en ce qui concerne particulièrement l'accès à l'eau au Cameroun, je vous ai promis de vous faire un état de la situation en eau du Cameroun en vous lisant ici ce document historique qui retrace l'évolution des politiques et des programmes mis en place par le gouvernement du Cameroun en ce qui concerne la gestion des ressources en eau au Cameroun. Dans la première vidéo, nous avons parlé pendant 30 minutes, je vous ai fait, je vous ai lu ce qui a été fait so far. Nous allons continuer maintenant dans cette seconde vidéo. Nous étions au Grand 3. Nous parlions de la place du secteur de l'eau dans les documents de programme de développement en cours et à venir. Nous avons parlé, je vous ai lu un extrait en ce qui concerne la place de l'eau dans le document de stratégie de la réduction de la pauvreté. Ça, c'est un vieux document qui a été fait en 2003. Et dans cette vidéo, nous allons continuer à vous parler de la politique de l'eau. Quel est le programme? Que dit le document de stratégie de la croissance de l'emploi en ce qui concerne l'eau et l'assainissement au Cameroun? Donc, nous continuons. Le document de stratégie pour la croissance de l'emploi, c'est un document dont vous êtes probablement familier, nous dit ceci. L'accès à l'eau potable et aux infrastructures d'assainissement de base en milieu rural est limité. Il existe donc un réel besoin, premièrement, de réhabiliter les infrastructures existantes réalisées dans leur très grande majorité depuis 20 ans. Deuxièmement, de réaliser des extensions des réseaux existants qui n'ont pas suivi le rythme d'expansion urbain et démographique. Troisièmement, de favoriser la réalisation des programmes de branchement à grande échelle. Le gouvernement compte porter le taux d'accès à l'eau potable à 75% en 2020. Le document de stratégie de la réduction de la pauvreté nous disait que le gouvernement comptait le taux d'accès à 75% en 2015. Ce document qui a été fait en 2010, si je me trompe, nous dit que le gouvernement compte porter le taux d'accès à l'eau potable à 75% en 2020. Certaines actions prioritaires sont à mettre en œuvre à cette échéance, notamment la réalisation de 700 000 branchements en milieu urbain, 40 000 équivalents points d'eau en milieu rural, 1 200 000 latrines, ainsi que la réhabilitation de 6 000 équivalents points d'eau en milieu rural. En milieu urbain, l'option retenue par le gouvernement, notamment dans la lettre de politique hydraulique urbaine d'avril 2007, est le partenariat public-privé qui se décline par la création d'une société de patrimoine, la Cameroon Water Utility Corporation, connue aujourd'hui sous le nom de la CamWater. À capitaux publics, chargé entre autres, la CamWater est chargée entre autres de la construction, de la maintenance et de la gestion des infrastructures de captage, de production, de transport et de stockage de l'eau potable, puis le recrutement par appel à la concurrence d'une société fermière privée, la Camerounaise des eaux, CDE, chargée entre autres de la production, de la distribution, de l'entretien des infrastructures et de la commercialisation en eau potable. Nous sommes passés, je vous lisais plus tôt, vous parlons de la SNEC. Donc, la SNEC est morte. Le Cameroun, dans son document de stratégie pour la croissance de l'emploi, je crois qu'il est fait aux environs des années 2010, et donc qui vise l'horizon intermédiaire 2020 et 2035, signale donc qu'il s'agit maintenant de créer un partenariat public-privé, mettre fin à la SNEC et créer la CamWater qui existe actuellement. Donc, je répète, l'objectif est la construction, la maintenance, la gestion des infrastructures de captage, de production, de transport et de stockage d'eau potable, le recrutement. Ça, c'est l'objectif, ça, c'est la mission de la CamWater. Et le document avait également prévu le recrutement par appel à la concurrence d'une société privée, la Camerounaise des eaux, chargée en outre de la production, de la distribution, de l'entretien des infrastructures et de la commercialisation de l'eau potable.
Nous continuons. En milieu rural, la politique d'approvisionnement assortie d'un plan d'action a été élaborée et adoptée par tous les intervenants du secteur. Cette politique, basée sur l'approche participative de tous les secteurs, a pour principaux objectifs une meilleure planification des ouvrages, a pour objectif premièrement, une meilleure planification des ouvrages en répondant à la demande, augmentant la couverture des services et évitant les incohérences. Deuxièmement, une pérennisation des investissements réalisés en améliorant l'entretien, en sécurisant le financement et en prévoyant le financement du renouvellement. Et troisième objectif, une moindre dépendance vis-à-vis de l'État afin d'asseoir le développement du secteur sur toutes les forces disponibles. Le gouvernement compte porter le taux d'accès aux infrastructures d'assainissement de 15 à plus de 60% à l'horizon de la stratégie. Donc, le document de stratégie de la croissance de l'emploi nous disait en 2010 que le gouvernement compte porter le taux d'accès aux infrastructures d'assainissement de 15% à plus de 60% à l'horizon 2020 et peut-être ici l'horizon 2035. À cet effet, il mettra notamment en place un programme d'installation de blocs de latrines avec poste d'eau dans les établissements qui accueillent le public. Par ailleurs, le compte d'assainissement total piloté par les communautés qui est appelé ATP, le compte d'assainissement total piloté par les communautés ATPC est dans sa phase pilote et appelé à s'étendre. Bien évidemment, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus puisque ça fait l'objet de cette organisation, suivre les activités de nos agences publiques. De tout ce qui procède, la gestion de l'eau est réduite à l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Ainsi, les autres volets de la gestion intégrée de ressources en eau, tels que l'eau pour l'agriculture, l'élevage, l'industrie, la préservation des écosystèmes, sont ignorés. Donc, vous voyez donc que, après vous avoir lu ce que le document de stratégie pour la croissance et l'emploi dit en ce qui concerne la gestion et les programmes mis en place pour la gestion de l'eau et l'assainissement. Ils nous disent, d'après tout ce qui précède, on peut donc voir que la gestion de l'eau est réduite à l'accès et l'amélioration de l'accès à l'eau potable et l'assainissement. Mais tous les autres volets, tels que l'eau pour l'agriculture, l'eau pour l'élevage, l'eau pour l'industrie, l'eau pour la préservation des écosystèmes, ne sont pas l'objet d'attention prioritaire. Et ça peut se comprendre. Grand 4. Le cadre économique et financier. Premier point. Quels sont les investisseurs dans le secteur de l'eau au Cameroun? Cette partie traite essentiellement du financement du secteur de l'eau et des coûts de gestion des ressources en eau du pays. La forte corrélation entre l'eau et le développement économique et social justifie les efforts consentis par les pouvoirs publics dans le domaine de l'eau. Ces efforts se traduisent par l'envergure du financement public du secteur de l'eau dans le budget national. En effet, suivant l'étude diagnostique du domaine de l'eau, stratégie du ministère des Mines, de l'eau et de l'énergie de mars 2005, l'effort financier consenti annuellement pour le secteur de l'eau
potable de l'assainissement est de l'ordre de 8 milliards de francs CFA. Les partenaires extérieurs contribuent de manière significative au financement du secteur de l'eau, principalement en termes d'investissement. Ce qui signifie que le secteur de l'eau est financé principalement par les ressources extérieures, les prêts ou les dons à l'État. Les forces du système actuel résident dans la volonté manifestée par l'autorité politique à travers des dispositifs juridiques, réglementaires de générer des ressources internes, tels que les comptes d'affectation spéciale pour le financement des projets de développement durable en matière d'eau. Quelles sont les faiblesses du système? Les faiblesses du système actuel résident à la fois dans un mécanisme dans l'absence d'un mécanisme transparent de gestion du compte d'affectation spéciale du secteur de l'eau d'une part, et d'autre part dans la considération transversale que requiert la recherche aux solutions du problème de l'eau. En effet, l'absence d'un mécanisme transparent de gestion du compte d'affectation spéciale qui implique les acteurs contributeurs au fonds, et ce, dans la perspective de la mise en place des structures de gestion de ressources en eau par bassin hydrographique ou tout autre cadre approprié ne permet pas un suivi adéquat des projets hydrauliques. Les dispositions actuelles ne garantissent pas qu'une partie des ressources financières affectées aux fonctions de gestion et de suivi des ressources en eau, d'où la dépendance du système actuel de suivi des ressources en eau de l'existence ponctuelle des projets. Cette situation hypothèque la capacité de planification des projets et de programmes de développement du secteur de l'eau et du fait de l'absence de données fiables. De plus, la problématique de l'eau étant une question transversale pour la plupart des secteurs socio-économiques, ayant chacun une motivation spécifique pour statuer sur l'eau, l'absence de dispositions permettant le financement des activités des acteurs contributeurs peut à terme entraîner un tarissement des contributions aux 10 comptes d'affectation spéciale. Je vous ai parlé ici de la faiblesse du système. Maintenant, dans un troisième point, parlons de la politique de distribution de l'eau potable et salubre. L'approvisionnement en eau des populations peut être examiné en distinguant les centres urbains des zones rurales. En milieu urbain, la SNEC, la Société nationale des eaux du Cameroun, détenue à 93,9% par l'État, qui assurait la production et la distribution de l'eau potable à travers un contrat de concession jusqu'en 2008. Le périmètre de la SNEC couvrait 103 centres urbains, soit environ 8,4 millions d'habitants. Le tarif de vente de l'eau était identique dans tous les centres urbains gérés par la SNEC. Et ce tarif était à moins de 385 francs CFA par mètre cube, variable en fonction des tranches de consommation. En milieu rural, c'est la direction de l'hydraulique du ministère des Mines, de l'eau et de l'énergie qui assure toujours la coordination et le suivi des projets avec des principes de contribution à des usagers variables sur le territoire. En 1998 et en 2006, environ 2,2% de la population ont changé leur mode d'approvisionnement en eau potable, particulièrement en délaissant les eaux de surface, que sont les marigots, les sources, au profit d'autres formes d'approvisionnement. En effet, en zone rurale, 3,8% de la population ont vu leur offre d'eau s'accroître, notamment à cause de la prolifération des puits
et des forages. Au niveau national, l'utilisation des puits et des forages ont également augmenté en passant de 23% en 1998 à 47% en 2006. Cependant, cette forte dépendance des populations de l'approvisionnement en eau potable par les puits et les forages n'est pas sans danger. En effet, la qualité de l'eau provenant de ces modes d'approvisionnement n'est pas toujours garantie à cause de leur non-protection. Maintenant, qu'en est-il de la distribution de l'eau dans les zones urbaines? En septembre 1968, pour les centres de Douala, Yaoundé et quelques villes secondaires, une convention de concession du secteur de l'eau a été signée entre l'État camerounais et la SNEC. Par cet acte, l'État a concédé l'alimentation de l'eau potable dans les zones urbaines à la Société nationale des eaux du Cameroun, qui est une entreprise d'État. La durée de cette concession était de 40 ans pour les villes de Yaoundé et de Douala. La SNEC, dans le cadre de l'exécution de son contrat, doit fournir toute l'eau nécessaire aux besoins publics et privés, doit contrôler la qualité de l'eau distribuée, etc. Les tarifs maximaux de vente d'eau aux abonnés par la SNEC sont fixés par l'État et ce prix est uniforme sur toute l'étendue du territoire. Dans l'ensemble, le taux moyen de couverture urbaine reste de 19,9%. La desserte est de 20,5% pour Yaoundé, qui avait en ce moment-là 1 350 000 millions d'habitants, contre 18,6% à Douala. Les autres habitants s'alimentent à de bonnes fontaines, 34,87%, ou chez les voisins, 26,2%. Mais le faible revenu de la population entraîne de fréquentes coupures du service et 34,42% de ménages abonnés vont alors à la source, je m'en souviens, et 17,02% au puits. D'une manière générale, la production et la distribution de l'eau par la SNEC demeurent limitées et les systèmes actuels en place semblent saturés. La SNEC produit alors environ 56 millions de mètres cubes d'eau par an, dont les 3/4 sont consommés dans les 3 villes que sont Douala, qui consommait, le nom nous reprenant, je vous ai dit qu'on fait l'historique, Douala qui consomme 41%, Yaoundé 29%, Garoua 8,5%. Même dans ces 3 villes, la consommation moyenne par habitant, qui est de 30 à 40 litres par jour et par habitant, est largement en deçà des normes requises, qui sont de 80 à 120 litres par jour et par habitant, pour assurer l'hygiène corporelle, maintenir propre l'environnement et couvrir les divers usages domestiques. Le faible taux d'abonnés au Cameroun est accompagné par une faible performance technique, marquée par un taux très faible de rendement de distribution. En effet, des 75 612 des 75
612 millions de mètres cubes d'eau produites en 1994, seulement 71 114, c'est seulement 71 114 000 mètres cubes ont été distribués, soit environ 4 498 000 millions de pertes. Au Cameroun, le résultat d'exploitation est déficitaire pour le secteur de l'eau. Les performances techniques et financières de la SNEC étant considérablement dégradées, le gouvernement décide en 1997 de s'engager dans un processus de privatisation de cette société. Toutefois, le premier schéma envisagé sur le modèle de la concession échoue en 2003, à la suite des négociations infructueuses avec l'unique candidat. Un administrateur provisoire est alors nommé en 2002 à la tête de la SNEC, puis renouvelé jusqu'à sa dissolution effective en 2008. Tirant les leçons de cet échec, les autorités s'orientent alors vers un contrat d'affermage, moins exigeant en termes d'investissement privé, qui s'inspire fortement de celui mis en œuvre avec succès au Sénégal en 1995. Nous allons prendre une petite pause ici et je reviens. La distribution de l'eau dans les zones rurales. Nous avons parlé un tout petit peu de la distribution des eaux dans les zones urbaines. Qu'en est-il maintenant de la distribution des eaux dans les zones rurales? L'accès à l'eau potable dans le milieu rural, où résident près de 84% des populations pauvres, demeure un problème crucial résultant de la situation géoécologique défavorable de certaines régions, du niveau insuffisant des investissements et du manque d'une politique appropriée dans le secteur de l'eau et l'assainissement. Les populations rurales sont alimentées essentiellement grâce à la mobilisation des ressources en eau souterraine, à l'aide de mini-systèmes d'adduction d'eau, des forages équipés de pompes à motricité humaine, de puits et des ressources aménagées. Notons également que plusieurs bailleurs de fonds participent au développement ou à l'amélioration de l'accès à l'eau par les ménages camerounais et sont surtout en milieu rural. Les principaux bailleurs de fonds du secteur de fonds du secteur de l'alimentation en eau, potable et d'assainissement en milieu rural sont constitués par la coopération japonaise, Les principaux bailleurs de fonds impliqués dans l'alimentation en eau potable et dans l'assainissement en milieu rural sont constitués par la coopération japonaise, de l'Union européenne, de la Banque islamique de développement, de l'Agence française de développement, de la coopération technique belge, de l'Agence canadienne pour le développement international, de la Banque mondiale et des institutions des Nations unies comme l'UNICEF et le PNUD. Ces bailleurs de fonds sont souvent
ont souvent financé des opérations de petite envergure, de manière dispersée, et dont la plupart ont été clôturées en 2007. Seule la coopération japonaise, la Banque islamique de développement, l'UNICEF, la Banque mondiale et la BAD sont encore actives sur le terrain. Permettez-moi de rappeler ici que la Banque africaine de développement, avec son étude d'inventaire des ouvrages hydrauliques au Cameroun, deviendra l'un des principaux bailleurs de fonds du secteur. Les contributions globales de ces bailleurs de fonds entre 2002 et 2020 s'élèvent à des milliards et des milliards. Nous en reviendrons plus tard. Suite aux sécheresses des années 70 et 80, avec leur cortège de maladies d'origine hydrique et au constat du faible taux de couverture en eau potable en campagne d'une part, et d'autre part du fait de la fréquence observée des pannes sur plus de 60% des équipements réalisés, le gouvernement a décidé de réaliser des points d'eau de type puits ou forage équipés d'une pompe à motricité humaine. Ceci concerne les agglomérations de 300 à 500 habitants, à raison de 25 litres par habitant et par jour. Les communautés de 25 000 à 5 000 habitants bénéficient quant à elles des systèmes d'alimentation en eau potable, soit gravitaires, soit par pompage avec des traitements sommaires. Ces populations devraient en outre participer aux charges d'entretien et à leur installation. Pour améliorer l'accès à l'eau potable, le principal défi consiste à assurer la pérennisation du service de l'eau. Bien sûr. Alors que l'installation des équipements est relativement simple, assurer le service à long terme reste délicat, en particulier en milieu rural, où l'organisation des services de base est plus difficile et souvent plus coûteuse. En plus des raisons évoquées plus haut, il existe des problèmes d'organisation tels que la faiblesse du cadre juridique relatif au domaine, l'implication limitée des principaux bénéficiaires, le mauvais choix de la technologie, l'absence des organisations communautaires et la notion dépassée de la gratuité de l'eau. En milieu rural, la dernière évaluation physique des ouvrages sur le terrain révèle l'existence d'environ 15 000 ouvrages de tout type. Mais ces ouvrages, pour la plupart, fonctionnent mal du fait de l'insuffisance des structures de gestion dignes de ce nom. Le taux de panne est estimé à plus de 35%. S'agissant de l'amélioration de l'accessibilité